Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro dans des conditions assez particulières. Vous nous excuserez, nous sommes en plein travaux, mais toujours disponibles pour analyser l'actualité avec vous. Et justement, en parlant d'actualité, on prend tout de suite la route du Sénégal pour parler de l'éviction du maire de Dakar, Barthélémy Diaz. Et pour en parler, je reçois Catherine Nova, membre du PASTEF. Bonsoir. Bonsoir, Carlo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous le disiez, l'État sénégalais a notifié la révocation de Barthélémy Diaz de ses fonctions de maire de Dakar en raison de sa condamnation pour homicide, une condamnation qui remonte à 2011. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Alors, merci déjà de l'invitation et comme vous venez de le dire, peut-être il est important de rappeler un petit peu les faits, c'est-à-dire que Barthélémy Diaz a été accusé d'avoir tué une personne qui venait manifester, en tout cas devant la mairie de Dakar. Les faits remontent en 2011. Donc, la condamnation définitive a eu lieu après 12 années de procédure en décembre 2020. Donc aujourd'hui, vous parlez d'éviction. Moi, je dirais plutôt, parce que je pense que le mot éviction est assez fort, je dirais plutôt que c'est une application de la loi. Donc c'est malheureux qu'il... Peut-être je vous dis que c'est révocation. Voilà, effectivement, c'est une application de la loi stricte. Donc, comme on dit, c'est la loi. Donc malheureusement pour Barthélémy Diaz, le fait qu'il perd la mairie de Dakar, je pense que il y a trop d'émotions là-dessus, ça se comprend puisque c'est d'un point de vue politique, mais d'un point de vue de la loi et en tant que juriste. Cette condamnation ressort aujourd'hui. Il était votre allié en plus lors des élections municipales. Oui, alors je pense que... Ousmane Sonko l'a défendu face à ce qu'il décrivait comme une cabale judiciaire. Oui, alors... Il faut rappeler aussi que Barthélémy, c'était un allié, mais ce qu'il faut dire sur ce cas-là, ce qui est particulièrement intéressant, c'est de regarder si, moi, en tout cas d'un point de vue légal, il y a eu des manquements. Je ne pense pas, parce que la révocation de Barthélémy vient d'un fait très simple. Hein. C'est un électeur de sa municipalité qui a demandé, qui a saisi le préfet pour une application de la loi. Donc nous, de notre point de vue, c'est vrai que donc c'est toujours malheureux pour un concitoyen qui a été un ancien allié de PASTEF de perdre le mandat. Mais là, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut reprocher à PASTEF. Le ministre de la Justice avait déjà saisi le bureau de l'Assemblée nationale pour le révoquer de son mandat de député, et dans la foulée... oui, alors... Donc vous voyez qu'il y a quand même une coexistence à quelque chose. Hein. Oui, alors, on aurait pu avoir des observations si le ministre de la Justice n'avait pas eu le même comportement vis-à-vis en fait d'un député de PASTEF. Je le rappelle, certes Barthélémy Diaz a été en fait éjecté, on va dire entre guillemets, de l'Assemblée nationale, mais c'est la Constitution sénégalaise qui prévoit cela, l'article 61 in fine, donc le dernier alinéa, qui trouve une application aussi dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc l'Assemblée nationale, c'est le lieu par excellence de la loi, où on fabrique la loi. Donc je trouverais mal qu'on ne puisse pas appliquer la loi pour des députés qui sont censés voter la loi pour tout le peuple sénégalais. La moindre des choses, c'est qu'ils puissent l'appliquer eux-mêmes. Donc ça, c'est la première des choses, je pense. Et c'est un exemple à donner pour dire qu'aujourd'hui, le Sénégal a changé. On est dans un nouveau, on va dire, dans un nouveau mouvement, dans une nouvelle ère, avec le président Diomaye, qui prône le Jubal et Jubanti. Donc ça veut dire qu'on applique la loi aussi bien pour les membres de PASTEF et tous les sympathisants du président et que tous les Sénégalais. Donc l'égalité devant la loi, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on doit comprendre, c'est-à-dire qu'on ne négocie plus avec la loi. Et c'est le message qui est envoyé, et je pense que s'il y a quelque chose à retenir là-dessus, c'est que la loi doit être appliquée dans toute sa rigueur. Donc, voilà. On a reçu François Mendy, représentant de la mouvance AG en France, qui soutient Barthélémy Diaz aussi. Il parle d'une chasse aux sorcières. Est-ce que vous réfutez cette affirmation? Et puis moi, je veux compléter la question. S'il était membre de votre coalition, si vous avez soutenu le président Diomaye et non Khalifa Sall, son mentor, est-ce qu'il aurait aujourd'hui fait l'objet de ces poursuites-là? Il ne vous aura pas échappé que pourquoi les Sénégalais nous ont choisis, c'est parce que avec l'ancien régime, sur le plan matériel,
ils ont fait pas mal de réalisations. Mais ce qui posait problème au Sénégal et dans la majorité des pays africains, c'est cette manière de jouer avec la loi, ce qu'on appelle chez nous le bilan immatériel, c'est-à-dire que l'état de droit, le respect des droits fondamentaux, le respect des libertés, mais aussi l'application de la loi sans complaisance, lorsque même c'est vos partisans qui sont en contrariété avec la loi. Je prends un exemple, par exemple, il ne vous aura pas échappé qu'il y a un DG, qui est un de nos alliés, qui était le DG de l'ONAS, à qui on a reproché, on n'a pas des éléments avérés en tout cas, mais il y a eu juste des soupçons, et le président l'a remercié pour nommer quelqu'un d'autre. Donc aujourd'hui, moi, ce que je dirais pour répondre à votre question, c'est vrai que c'était un ancien allié, tantôt on l'a bien dit, mais un ancien allié reste un citoyen sénégalais, comme tous les autres citoyens sénégalais. Et donc un ancien allié doit aussi se mettre dans les dispositions pour respecter la loi. Donc si c'était un allié, je dirais même, je ne pense pas que la décision aurait été différente. Il ne faut pas qu'on essaye de voir dans cette histoire qu'il y a une chasse aux sorciers. Quel est l'intérêt pour le parti? Pendant la campagne, il y avait une opposition assez frontale entre les deux hommes. Oui, mais vous avez vu les résultats. Donc, nous, notre principal créneau, c'est de dire que les Sénégalais nous ont voté, ils ont de l'espoir, ils espèrent la rupture. Là, c'est un élément de rupture, d'ailleurs, cette décision, je trouve. Et en tout cas, notre énergie aujourd'hui, ça, je peux vous l'assurer, notre énergie, c'est de répondre aux besoins des Sénégalais, les urgences. C'est-à-dire qu'on a un pays qu'il faut réconcilier. C'était parce que ce n'est pas l'urgence aujourd'hui de poursuivre un peu ces gros opposants. Non. On a vu Barthélémy Diaz évacuer Mali Militari lors de sa conférence de presse vendredi. Alors, il faut penser un peu à Ousmane Sonko aussi à l'époque. Donc, on s'est dit. Mais... Alors, il ne faut pas comparer les deux situations, parce que le cas d'Ousmane Sonko à l'époque, c'était des violations flagrantes de la loi par les forces de défense et de sécurité. Je prends l'exemple, par exemple, pour sa première convocation, il avait juste simplement demandé à ce qu'il suive la procédure au niveau de l'Assemblée nationale pour lever son immunité parlementaire. Et il ne trouvait aucun problème à aller répondre à la justice. Donc ça, c'était le cas d'Ousmane Sonko. Le cas de Barthélémy Diaz, c'est complètement différent. C'est-à-dire que Barthélémy Diaz a été notifié. D'ailleurs, il y a un militant de Pastef, Baïna, donc qui a saisi le préfet pour lui demander d'appliquer l'article L277 du code électoral. Alors, je finis juste sur ce point. C'est-à-dire que c'est important ce que je dis pour qu'on puisse comprendre. C'est que le préfet n'a fait qu'une application de cette disposition. Donc, Barthélémy Diaz, l'ex-maire de Dakar aujourd'hui, a la possibilité de saisir la cour d'appel pour contester. Mais n'oublions pas qu'une fois qu'il a été notifié, il n'est plus maire de Dakar. Et donc, ce serait incongru de dire qu'on n'est plus maire de Dakar et de se comporter comme si on était maire de Dakar et venir tenir une conférence de presse. Je sais on peut supposer qu'il avait besoin de ce buzz, mais du moment où il n'était pas maire de Dakar, il n'avait pas le droit ni il n'y avait aucune prérogative qui lui permettait de venir tenir une conférence de presse à la mairie de Dakar, comme si c'était maire. Ça veut dire que tous les citoyens demain peuvent venir dans une mairie et tenir une conférence de presse. Rien ne l'aurait empêché, je pense, qu'il tienne cette conférence de presse au niveau du siège de son parti, chez lui. Donc, et dans ce cas-là, si les forces de l'ordre étaient intervenues, on aurait pu dire que derrière, c'est les autorités où il y a une commande politique. Mais sur ce point-là, je ne pense pas qu'on puisse avoir ce jugement. C'est un homme politique. Hein. D'accord. Grand homme politique, c'est un grand mot, mais... Non, mais c'est quand même, il a un passé... chacun peut juger. Hein, aussi, alors, je dirais le parcours politique de Barthélémy Diaz, ce sont des tracasseries et des trahisons. C'est quand même fort de cadrer ça. C'était votre avis. Hein. Alors, c'est mon avis. Vous savez qu'on est dans un parti politique assez libre au PASTEF, au moment où aussi on avait... Nos dirigeants avaient jugé nécessaire de s'allier parce que même avec d'autres partis politiques, même si on avait des différences parfois de lignes politiques, mais qu'à un moment donné, il fallait faire front commun avec les autres acteurs politiques pour dire non au troisième mandat. Et donc, on a renoncé à pas mal de choses. Le PASTEF, parce que
il ne vous aura pas échappé qu'à l'époque, on nous jugeait même pour dire que nous, on est des néophytes dans le monde politique, qu'on avait laissé, on était les perdants. Parce que quand on regardait, c'est nous qui avons apporté un peu plus en termes de financement, ça il faut le rappeler. C'est-à-dire que pour la campagne, par exemple, dans le mouvement IEWI, la coalition IEWI à Scanbi, la majeure partie des finances venait de PASTEF, parce qu'on cotisait. Au niveau, surtout la diaspora. Donc, on a mobilisé notre parti pour faire élire des maires, pour faire élire des députés. Et on s'est retrouvé sur plus de 80 députés. PASTEF n'a eu qu'à peu près 25 députés. Donc, c'était disproportionné par rapport à la contribution de PASTEF. Donc, une fois qu'on a atteint notre objectif, c'est-à-dire de faire barrage à une troisième candidature du président Macky Sall. Donc pour nous maintenant, il fallait que chacun prenne son chemin et puis tente de gagner le pouvoir. Donc nous, on a réussi à avoir ce pouvoir. Donc maintenant, l'objectif pour nous, c'est de respecter nos engagements vis-à-vis des Sénégalais. Est-ce que vous regrettez cette alliance avec Barthélémy Diaz? Non, je ne pense pas qu'il y ait de regrets. Donc c'était à un moment donné, c'est une alliance deux hommes vraiment très complices et tout, des images qui ont circulé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché concrètement? Oui, mais vous savez que monsieur, j'aime pas trop parler des personnes, mais vous savez que monsieur Diaz, il a quasiment c'est encore un jeune homme politique, mais il est coutumier des vieilles méthodes de faire de la politique. Et quand vous regardez son discours, c'est guerrier, on dirait, dans la scène politique, mais en termes de propositions, c'est quand même très pauvre, je dirais. Ça, je peux le dire sans prendre de gants. Mettant un peu son bilan à la mairie de Dakar, c'est ça? Alors, je pense que la meilleure manière pour lui de s'affirmer dans le domaine politique, ça aurait été, depuis qu'il est maire de Dakar, de se mettre à travailler. Il avait quand même un budget de 50 milliards. Mais quand on regarde... si, il a travaillé, certainement. Mais quand on regarde le budget qu'il a, plus de 50 milliards, avec les résultats... je dirais quand même qu'il y a un problème. Il y a des réalisations qui sont saluées. Enfin, moi, je n'en vois pas. Si vous en voyez, vous pouvez me dire. Bon, on est au Sénégalais. D'accord, moi, surtout. Pour vous, il n'y a pas de règlement de compte Ousmane Sonko avec son ex-allié Barthélémy Diaz. On parle de l'apaisement, mais aussi une question qui revient, c'est la fameuse loi d'amnistie dont le ministre de la Justice souhaite l'abrogation. C'est une urgence aussi pour votre famille politique. Tout à fait. Donc, il n'y a pas de règlement de compte. Je pense que quand on connaît un peu nos leaders, le président Diomaye et le président Ousmane Sonko, ils ne sont pas sur cette ligne, règlement de compte. C'est ce qu'ils nous disent et c'est ce qu'ils nous rappellent souvent. Donc, de ce point de vue, je peux vous rassurer qu'on n'a pas cet objectif et on n'a pas ça en tête parce que ça ne sert à rien de revenir en arrière. Donc, sur ce plan-là, les hommes politiques qui sont aujourd'hui dans l'opposition, peut-être nos anciens alliés ou ceux qui étaient au pouvoir, donc ils sont libres de faire leurs manifestations politiques, de contester, en fait, de critiquer le gouvernement. Ce qu'on espère, c'est que cette opposition ne soit pas, en fait, dans les vieilles pratiques où on pense que il faut insulter, il faut s'attaquer à la personne, il faut faire des calomnies pour exister. Les Sénégalais n'ont plus besoin de ces discours. Les Sénégalais sont fatigués sur ce plan-là, parce que ça fait plus de 60 ans, c'est toujours le même discours. Pourquoi le discours du président Ousmane Sonko a marqué les populations? Je vous fais une confidence. Hier soir, j'ai regardé une de ses émissions en 2014 avec un conseiller du président Macky Sall, si je ne me trompe pas, c'était M. Kassé, qui est du département de Tambacounda. Donc, j'ai écouté ce discours, mais ce qu'il disait, c'est l'une de ses premières interventions télévisées. Et il était sur la partie technique, c'est-à-dire que M. Sonko, le président Sonko, à chaque fois, quand le gouvernement faisait de bonnes actions, il disait que là, c'est bon, c'est sur la bonne voie. Mais je pense que sur cette partie-là, ce n'est pas bien. Pour telle et telle raison, vous aurez dû faire ceci. Donc, il faisait des propositions, des contre-propositions. Donc, aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on souhaite, c'est-à-dire que les opposants qui sont dans l'opposition, aussi bien à l'Assemblée, pour ceux qui ont la chance d'être dans l'hémicycle, de voir les travaux législatifs, de recevoir les ministres, de pouvoir leur poser des questions, d'être sur cette lancée de contre-propositions, de critiques positives, hein, et ne pas être sur des sujets de personnes. Et ceux qui n'ont pas la chance d'être
l'Assemblée nationale. Les chaînes de télévision sont au Sénégal. Vous savez que le Sénégal, il y a tellement de chaînes de télévision. Donc, il n'y a pas un problème pour qu'on soit entendu. Donc, je pense que les opposants peuvent aller sur les plateaux de télé et parler de ces sujets-là. Donc, voilà. Et alors, sur la loi d'amnistie, c'est une urgence pour le peuple sénégalais. Parce que cette loi d'amnistie, moi, je dirais qu'elle a été passée au forcing. Si vous vous rappelez, oui, la loi elle est d'application générale et impersonnelle, donc on ne peut pas faire une loi pour une personne ou une autre. Donc c'est l'essence même de la loi, je dirais. Oui, je dirais que c'est normal. Nous, on bénéficie tous d'une loi à laquelle, en fait, on n'a pas assisté, nous, on n'a pas donné notre mot. Donc c'est comme ça, la loi. Donc je ne pense pas que ça soit un argument. Mais ce que je voulais dire, je reviens sur l'essence même de la loi d'amnistie, c'est-à-dire que les faits qui se sont passés, qui sont couverts par cette loi d'amnistie, sont d'une gravité exceptionnelle au Sénégal. Donc aujourd'hui, quand vous discutez avec la majorité des Sénégalais, ils vous disent qu'on veut connaître la vérité. Certains ont perdu leurs enfants, leurs sœurs. Nous, on a aussi des amis qui ont été impactés en tant que militants de PASTEF. Et quand on regarde aujourd'hui l'essence, la majorité en tout cas des personnes qui sont touchées, ce sont des gens qui étaient dans l'opposition ou qui avaient en fait une sympathie pour le PASTEF. Donc quand le président Macky Sall a fait voter cette loi, il l'a bien dit lorsqu'il avait invité les dialogues, que vous le voyez ou non, moi je veux cette loi. Ça ne faisait pas partie du dialogue national. Donc il est tout à fait légitime aussi que le PASTEF, qui n'avait pas voté, les députés du PASTEF n'avaient pas voté cette loi, ils avaient posé une question qui est très simple. Est-ce que cette loi d'amnistie avait vocation à couvrir les crimes de sang? Et quand on a eu la réponse pour nous dire que oui, personne n'a voté cette loi, donc on est cohérent avec nous-mêmes pour dire qu'effectivement, on ne voulait pas de cette loi. Et comme c'est l'Assemblée qui avait voté la loi, l'Assemblée a toutes les prérogatives aussi pour revenir sur cette loi. Alors, il y a beaucoup de débats sur comment ça va se faire. Mais parce qu'on s'est dit, mais ceux qui veulent me mettre en cause ont été les grands bénéficiaires peut-être de cette loi. Alors, tout le monde est bénéficiaire. Je ne pense pas que nous, on était les bénéficiaires. Parce qu'il faut se replacer dans le contexte. C'est-à-dire que l'ancien président Macky Sall a été face à un mur. Parce que vous avez vu qu'il a tout fait pour faire barrage à M. Ousmane Sonko de se présenter. Mais quand M. Ousmane Sonko a eu l'intelligence et la générosité de choisir quelqu'un d'autre, le président, en l'occurrence l'actuel président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, donc le président Macky Sall savait que c'était déjà perdu d'avance parce que le candidat Bassirou Diomaye Faye avait pu passer toutes les étapes pour concourir à l'élection présidentielle. Donc, le dernier argument qui restait à M. Macky Sall, c'était de reporter les élections. Et quand le Conseil constitutionnel a dit niet, non, les élections vont se tenir avant même la fin de votre mandat. Donc là, il était face à un mur. Donc la seule manière qu'il pouvait faire pour protéger les gens de son camp, c'était de voter de cette loi. Et donc, forcément, il ne pouvait pas dire que oui, je vais voter la loi. Et puis, les deux acteurs principaux qui étaient aussi concernés par cette loi, c'était Diomaye Faye et Ousmane Sonko, qu'ils n'allaient pas en bénéficier. Donc, forcément, ils vont en bénéficier. Mais rappelons bien que M. Diomaye Faye a été emprisonné en prison parce qu'il avait fait un message sur Facebook. Donc, même si on revient sur la loi, la question n'est pas de ce point de vue, ne se pose pas. Et M. Ousmane Sonko a été également condamnés, mais comme il y avait... Ils ne sont pas traités dans cette loi. Alors, non, je ne dirais pas pour les faits qui ne sont pas traités dans cette... Pourquoi vous dites que c'est... Ah non, mais je demande. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a été condamné, c'était en fait un contumax, et donc le procès, déjà, on a eu le procès. C'est différent des autres personnes qui sont visées par cette loi, dont il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu de procès. Et donc la situation n'est pas la même chose, hein. Donc il faut préciser ça déjà. Je crois que c'est une actualité qui va animer le débat des juristes. Nous, on y reviendra ici très prochainement. Le premier ministre Ousmane Sonko qui refusait de siéger à l'Assemblée nationale, a voulu rester à la primature. C'est un bon choix selon vous? Je pense que c'est très pertinent parce qu'il a porté ce projet depuis 10 ans. Donc c'est dans la logique, il est resté cohérent avec lui-même. C'est-à-dire en restant Premier ministre, il a la possibilité et toute la latitude d'appliquer le projet qu'il a porté depuis 10 ans. Donc, s'il était à l'Assemblée nationale, je dirais l'Assemblée nationale, oui, il faut faire voter la loi, faire observer les grandes orientations du gouvernement. C'est important, c'est vrai,
Mais là, il est dans l'action. Et comme on connaît bien, c'est un homme visionnaire, certes, mais c'est aussi un homme d'action. Et je pense que avoir un Premier ministre comme Ousmane Sonko, c'est du pain béni pour le président de la République, parce qu'il n'a pas d'inquiétude à se faire sur la direction en fait, que le gouvernement doit prendre. Il peut voyager tranquillement, effectivement, pour aller chercher du financement. Hein. C'est important. Et là, c'est un respect en fait aussi. Là, on voit que c'est une application aussi stricte en fait de la Constitution. C'est un respect en réalité des prérogatives de chaque des deux têtes de l'exécutif. C'est le point des régime parlementaire, le président, le Premier ministre, gouverne. Exactement, tout à fait. C'est ce qui se passe réellement. C'est El Malick Ndiaye, si je ne me trompe pas, qui a été élu président de l'Assemblée nationale, que vous connaissez très bien, j'imagine. Oui, tout à fait. C'est une joie pour vous. C'est un modèle que vous voyez là aujourd'hui à la tête de... Alors, déjà, je le félicite parce que c'est humblement mérité. Comme vous l'avez bien vu, nous on a eu l'occasion la dernière fois, il était venu en France en 2022 avec l'actuel président, donc pour nous rencontrer. C'était pendant la fameuse bataille qu'on menait. Donc pour nous remobiliser, nous passer le message pour nous dire qu'il ne faut pas lâcher. Donc nous on est content de voir des porteurs du projet qui sont à ce niveau de responsabilité. Donc on n'a pas besoin de ce point de vue-là d'avoir des inquiétudes ou de leur rappeler quoi que ce soit, parce qu'ils savent très bien quel est le prix qui a été payé pour en arriver là aujourd'hui. Et c'est historique aussi parce que le fait de choisir El Malick, comme on l'appelle effectueusement, comme président de l'Assemblée nationale, ça envoie un signal à la jeunesse, parce que rappelons-le, il a 41 ans, et notre actuel président, il a 44 ans. Donc il a été président à l'âge de 43 ans, quelques jours avant d'avoir les 40 ans. Donc c'est normal, en fait, ce qu'on peut retenir sur ce point, c'est que le Sénégal est en phase avec sa population, c'est-à-dire que ça reflète l'âge, la moyenne d'âge aujourd'hui. Moi, j'ai plus de 35 ans, donc quand on regarde, on fait déjà des 25% les plus vieux. Donc je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse doit prendre le pouvoir pour décider de son avenir. Donc, quelles doivent être les priorités de cette nouvelle législature, là, rapidement, pour conclure? Alors, les priorités. Il y a le budget qui arrive. Alors, effectivement, la situation financière est catastrophique. Donc, vous l'avez bien vu que les derniers rapports de la Banque mondiale sur la dette internationale des pays africains, des pays en développement, montrent que le Sénégal a à peu près 39 milliards de dollars de dette. Donc, ça conforte effectivement ce que disait le Premier ministre, qu'il y avait des dettes qui étaient cachées. Donc, et puis, ça va aussi comme incidence peut-être sur certains investissements qu'on voulait faire tout de suite. Ça peut avoir en tout cas des conséquences. Ça freine le plan sénégalais. Alors, ça ne freine pas forcément, mais ça veut dire que c'est un obstacle en plus. Comme il l'avait dit, on pensait qu'on était au rez-de-chaussée, là on est au sous-sol. Donc, il va falloir revoir les fondamentaux. Donc, reprofiler la dette, ça veut dire que redéfinir notre politique d'endettement, nos priorités. Si vous regardez aujourd'hui sur le budget qui a dans le cadre en fait du projet de loi de finances et du projet de loi de finances rectificative pour 2024, il y a eu des économies donc qui sont faites. Donc l'idée c'est de faire des économies, de réorienter ces économies sur des investissements stratégiques, la suppression par exemple de 2 institutions, à savoir le Conseil économique, social et environnemental et le Haut Conseil des collectivités territoriales. Exactement, ça permet aussi de dégager des économies pour pouvoir financer des projets productifs. Donc je dirais que les priorités, c'est déjà de réconcilier les Sénégalais, enfin ça on l'a déjà dit, hein, avec le plan de transformation, trouver de l'argent pour financer en fait nos projets et gouverner le Sénégal. Une hausse d'impôts des grandes entreprises alors, en tant que fiscaliste, là vous touchez un point qui est très sensible. C'est pas forcément une hausse des impôts, parce que c'est pas ce qui est annoncé. Quand vous regardez la loi de finances, c'est-à-dire qu'il y a parfois des contribuables qui échappent à l'impôt. Donc ces contribuables, on leur demande juste de payer les impôts, donc de les mettre dans le régime. Ensuite, l'autre mesure, quand vous regardez, en tout cas, c'est une application du Code général des impôts de manière stricte. C'est-à-dire qu'on va améliorer le recouvrement de l'impôt. Parce que l'impôt, c'est quelque chose qu'on a l'habitude dans les pays africains, ce n'est pas qu'au Sénégal qu'on négocie. Donc là, c'est plutôt un recouvrement de l'impôt pour augmenter les ressources. Ensuite, les exonérations qui sont obtenues de manière indue.
Donc là aussi, le gouvernement revient là-dessus. Donc quand vous regardez, si on applique la loi de manière très stricte, déjà, je pense qu'il y a une marge de manœuvre. Ensuite, maintenant, l'autre question qui pourrait aussi se poser, c'est de dire qu'il faut qu'on travaille davantage à une meilleure organisation de notre secteur économique, ce qu'on appelle le secteur informel, pour que ce secteur informel aussi contribue davantage à l'effort financier, demandé pour financer les projets. Merci beaucoup, Kadjali. Merci pour vos analyses. Merci à vos équipes de Benk à la réalisation. Portez-vous bien. Bonne soirée et à demain. Merci beaucoup.